Nous sommes à 5 minutes du quartier français. Tous les jeudis, depuis 2 mois, la directrice du Pera Palace retrouve ses principaux collaborateurs. Je vous présente Ilker, mon directeur adjoint. Essine est responsable des relations publiques. Zeynep est assistante de direction. Et voici Aziz, notre directeur financier, et İpek, notre directrice aux ressources humaines. Şimdi kestim. Sol. Sağ. Sol. Şimdi sağ ile çıktım. Le Pera Palace est dans notre cœur. C'est pourquoi nous avons décidé de faire revivre la grande époque où on dansait le tango et la valse au palace. Et ça plaît beaucoup à tout le monde. Ils se préparent pour l'inauguration de l'hôtel. À cette occasion, ils devront ouvrir le bal. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, je vous assure. Avec son équipe, la directrice va apprendre le tango, mais aussi la valse. La Mamounia, inaugurée en 1928, avec ses somptueux jardins, à Marrakech. Le Royal Monceau, à 2 pas des Champs-Élysées, à Paris. Le Pera Palace, surplombant le Bosphore, à Istanbul. 3 hôtels de légende qui ont accueilli les grands de ce monde. Aujourd'hui, ils font peau neuve en respectant l'esprit des lieux. À Paris, les 230 chambres du Royal Monceau ont été vidées de leurs meubles et la transformation de l'hôtel confiée au designer Philippe Starck. Les travaux ont duré 2 ans et demi. À Marrakech, la Mamounia vient de rouvrir ses portes avec un tout nouveau décor arabo-andalou. Et en cuisine, 2 nouveaux chefs, dont un Français, Jean-Pierre Vigato. Avec le radis, c'est top. Ça manque un petit peu d'assaisonnement. À Istanbul, c'est une jeune femme, Pinar Kartel Timur, qui dirige la renaissance du Pera Palace. En 1892, cet hôtel avait été créé pour accueillir les clients d'un autre palace, roulant celui-ci, l'Orient Express. Je travaille pour un mythe. Et je crois que des mythes au monde, il n'y en a pas beaucoup. Paris, au pied de la place de l'Étoile, sur l'avenue Hoche, un hôtel légendaire, le Royal Monceau. Aujourd'hui, il se prépare à tourner une page de son histoire. Dans quelques semaines, tout aura disparu, seuls subsisteront la façade et le nom. Mais avant, le palace doit être vidé de tout son mobilier. 15 jours avant sa fermeture, au milieu des derniers clients, une équipe d'une dizaine de personnes sillonne les 7 étages pour étiqueter chaque objet. Expert, Hubert Fellbach est chargé de la préparation d'une gigantesque vente aux enchères. La paire d'appliques qui est ici sera vendue sous le numéro 30 dans la vente. Et le /2 veut dire qu'il y a 2 objets dans le même lot. Vous avez vu tous les objets, vous? J'ai vu les 2360 lots qui composent la vente, qui en fait réalisent en gros entre 10 000 et 12 000 objets. De la sortie de bain aux simples salières, tout est à vendre. Ces objets ont contribué à la légende du Royal Monceau.
La saga de l'hôtel débute au milieu des années folles, dans le quartier le plus élégant de la capitale, tout près des Champs-Élysées. Pour la première fois à Paris, on construit un immeuble pour en faire un palace, au 37 de l'avenue Hoche. Son ouverture en 1928 est un événement. Très vite, son jardin intérieur devient le lieu de rendez-vous du tout Paris. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Royal Monceau est le théâtre de grandes décisions politiques. Le général Eisenhower s'y installe à la libération de Paris. En 1947, Ho Chi Minh y séjourne 7 semaines à l'occasion de la conférence de Fontainebleau qui aboutira à l'indépendance du Vietnam. Un an plus tard, David Ben Gourion et Golda Meir y préparent la naissance de l'État d'Israël. Et durant plus de 50 ans, les portiers du Royal Monceau voient défiler les artistes du monde entier. Walt Disney, Robert De Niro, Charles Aznavour, Madonna en font leur palace favori. En 1989, le chanteur Michel Polnareff s'enferme 2 ans dans la suite 128 pour y composer. Vous sortez plus de votre hôtel depuis des mois, c'est vrai ça? Oui, c'est absolument vrai. Comme j'ai un certain goût pour les choses différentes, j'ai donc décidé de transformer l'hôtel en espèce de studio modèle. Et c'est en hommage à la standardiste de l'hôtel qu'il y enregistre la chanson Marilou. C'est pour tous ces moments d'histoire que des centaines de passionnés patientent cet après-midi sur le trottoir de l'avenue Hoche. L'exposition du mobilier va commencer. Elle va durer 3 jours. C'est un véritable événement parisien. Moi, je pense qu'il y a presque 800 personnes qui attendent là. Cette affluence étonne Bertrand Cornette de Saint-Cyr, le commissaire-priseur de la vente. On se rendait pas compte que les gens connaissaient tous le Royal Monceau comme ça. Qu'ils avaient dans un petit coin de leur mémoire ce nom magique du Royal Monceau. En fait, tous les gens qui sont là, à mon avis, c'est pas un hasard, c'est que quelque part dans leur esprit, il y a le Royal Monceau qui résonne. Durant 3 jours, l'hôtel est livré aux amateurs d'objets d'art et aux curieux. Des centaines de visiteurs arpentent les 7 étages. Ils viennent repérer avant la vente aux enchères. Le palace a pris des allures de grande foire de luxe. Et ce qui remporte le plus grand succès, c'est la vaisselle. Des milliers de pièces d'argenterie et de porcelaine ont été disposées sur une gigantesque table. Et vous pensez qu'il faut mettre combien au-dessus pour que ça passe? Ah, ça c'est sûr. Oui, si alors. Les couverts, ce sont les numéros qui sont ici. Pour l'occasion, 10 experts sont chargés de répondre aux interrogations des futurs acheteurs. Et ceci, c'est donc les deux en même temps. Voilà. Non, c'est joli ça. C'est vrai que c'est joli. Oui, oui, c'est très joli. Alors on vient acheter la vie quotidienne d'un grand palace. On vient acheter des chambres, un peu de rêve. On vient acheter un restaurant. On vient acheter des soirs de gala. On vient acheter un peu de tout ici. Des souvenirs? Des souvenirs, beaucoup, ouais. Beaucoup de nostalgiques. Hein. Au total, 12 000 objets sont présentés à la vente et tout doit disparaître. Il y en a pour toutes les bourses, de 10 à plusieurs centaines d'euros. Celui-là est bien. Il est de bonne taille celui-là. Je l'aime bien. Vous avez déjà fait un choix? Quels sont les articles qui vous intéressent? Oui, on a regardé, oui, absolument. La vaisselle avec le petit bleu. Celle qui est blanche de l'autre côté. Les couverts comme ça. C'est pour une maison? Pour équiper une maison. Ça veut dire que c'est des affaires, selon vous? Oui, je crois. Oui, ouais. Oui, absolument, parce que c'est solide. Et pour une maison, je trouve ça extraordinaire. Ça va dans la machine. Durant l'exposition, près de 15 000 visiteurs vont se succéder. Mais certains n'ont pas pu se déplacer. Intéressé par le piano du bar de l'hôtel, un client australien est au téléphone. Je continue?
Il est estimé entre 3 et 400 euros. Il est fabuleux. Regarde, tout à côté, là, y en a un qui est cet homme n'achètera rien, c'est génial. car c'est lui qui a organisé la vente. Alexandre Allard est l'instigateur de cette révolution de palace. Il a participé au rachat de l'hôtel avec le projet de tout transformer. Tous les lots se suivent, il y a certains lots qui sont identiques. Bon, quand on pense qu'on va refaire l'hôtel, on est dans un élan, etc. On aurait pu garder tout ça. Tout le monde. On aurait pu garder tout ça, oui et non. On a beaucoup réfléchi pour l'Argenterie, par exemple, mais il n'y en a pas assez pour le futur hôtel qu'on fait. Ces assiettes-là, elles sont plus du tout adaptées. On ne sert plus des soupes, quoi, maintenant. C'est fini, l'assiette à soupe. Donc, c'est des choses qui correspondent à des habitudes culinaires d'il y a 70 ans. Donc, ça ne sert plus à rien. Et pourtant, l'homme d'affaires a choisi de conserver certains objets pour le Royal Monceau, nouvelle version. On va reprendre un certain nombre de lustres et on va créer, là, dans cet espace un peu mort, un peu vide qu'est le plafond, un énorme lustre avec plein de lustres, dont ce lustre-là au milieu, quoi, comme pièce maîtresse. Autre pièce maîtresse du mobilier de l'hôtel, cette table en marbre de Carrare, placée dans le hall dès la création du palace. Elle sera l'un des objets phares de la vente. Alors cette table, tout le monde veut l'acheter. La particularité qu'elle a, c'est qu'elle était présente dans l'hôtel dès 1928. Pareil, on la voit sur les archives de l'hôtel, avec le peu d'archives qui restent. On la voit en permanence sur toutes les cartes postales, ou surtout les illustrations depuis le 28 jusqu'à nos jours. L'estimation est entre 25 et 30 000 euros. Il y a peu de tables de ce type-là sur le marché actuellement. Les 203 chambres de l'hôtel vont prochainement être intégralement vidées. Comme celle-ci, la suite royale, la plus grande, mais aussi la plus chère, 7 500 euros la nuit. Bon, celle-là, elle part. Celle-là part. Ce décor au mobilier de style classique, Alexandre Allard n'en veut plus. Ça vend bien de mélanger aujourd'hui le contemporain et le classique, mais en fait, ça aurait fait un petit capharnaüm où on n'aurait pas pris les risques qu'il faut. Quand les gens ont fait cet hôtel ici, ils ont pris tous les risques, quoi, à l'époque. Je crois que si on veut renouer avec le succès de l'époque, il faut qu'on prenne tous les risques de l'époque d'aujourd'hui. Pour raconter une nouvelle histoire. 800, 1000, 1200, 1500. Le lendemain matin débutent les 4 jours de vente aux enchères. 800 par mois. 2800. Dans le hall. C'est à vous. Moi j'ai 3200 dans le hall. 700. Dans la salle des ventes improvisées, plusieurs centaines d'acheteurs, des novices des enchères, côtoient des connaisseurs. 2600, c'est un très bon achat, ça. Bravo, c'est un poids 5100 euros. Durant 6 heures, les lots de différentes valeurs s'arrachent à des prix compris entre 2 et 5 fois leur estimation. 4800 téléphone. C'est à vous. 7000 au téléphone. C'est à vous. Clou de la vente, la fameuse table en marbre. Mise à prix 15 000 euros, sa cote s'envole très rapidement. 38 000, 40 000, 52 000, 52 000, 55 000, 55 000. Bien vu. 55 000, excellent achat. 55 000. Au total, cette vente rapportera un peu plus de 3 millions d'euros. Ce soir, le palace achève sa première vie. Il ferme ses portes pour cause de transformation. Sa renaissance est prévue normalement dans un peu plus de 2 ans. C'est dans la Cité des Doges que nous avons rendez-vous avec celui qui a été chargé de la métamorphose du Royal Monceau. Philippe Starck, le plus célèbre des designers français, a carte blanche pour transformer l'hôtel de légende. Ce matin, il doit rencontrer un artiste qui fabrique des pièces pour son chantier parisien. Mais avant, il nous propose de faire une halte pour découvrir sa dernière réalisation. Direction le Grand Canal, le designer vient tout juste de transformer ce palais vénitien du XVe siècle en un petit palace. Le Palazzina Grassi est devenu l'un des lieux les plus design de la ville. Après 4 ans de travaux, ici,
porte la griffe du créateur français. En 30 ans de carrière, Philippe Starck a créé des centaines d'objets, de la maison en kit aux presse-agrumes. Aux quatre coins du monde, il a aussi conçu ou rénové plus d'une vingtaine d'hôtels comme celui-ci. Buongiorno. Et pour les décorer, leur donner une âme, le designer a sa méthode. Pour la création du Palazzina Grassi, il s'est tout simplement inspiré de l'esprit de la ville. Venise, sans les bateaux, ça n'existe pas. Les bateaux à Venise, c'est de l'acajou, on le voit sur les taxis. Donc, 90% des murs sera de l'acajou. Après, les bateaux aussi, c'est de l'acier inox, c'est de l'aluminium. Donc, on va retrouver l'acier inox, l'aluminium. Après, on va rentrer dans la production de Venise. Donc, Venise, c'est le verre. Il y aura le verre partout, qu'il soit coulé, soufflé. Et depuis 8 siècles, ce verre soufflé est fabriqué à Murano. Une île voisine de Venise. Elle se situe à une dizaine de minutes en bateau. Alors, il y a une manière de prendre les vagues. Voilà, à un moment là, il faut couper, se mettre dans la vague, se mettre parallèle à la vague, la deuxième, et la retourner. Et voilà. Là, vous avez pris la vague à la vénitienne. À Murano, le savoir-faire des maîtres verriers est reconnu dans le monde entier. C'est ici que Philippe Starck fait fabriquer ses luminaires et ses vases. Depuis 2 ans, il travaille avec un sculpteur français, Aristide Nagent. C'est lui qui réalise les lustres et les lampes de chevet du Royal Monceau. Tout a commencé avec ça. Un jour, je me dis, ce n'est pas possible. J'ai cet amour fou du verre. Et quand je me promène dans les boutiques, je ne vois pas forcément ce que je cherche. Et donc, j'ai décidé, un matin, avec ma petite femme, de me lever tôt et d'aller scanner scientifiquement tous les centimètres de toutes les étagères de Murano. En me disant, statistiquement, forcément, scientifiquement, je trouverais quelque chose d'exceptionnel. Et sur une étagère, j'ai trouvé ça. Ça, il y en avait 2, il y en avait 3, un truc comme ça. Et j'ai fait ça. C'est ce que je veux. Qui c'est? Et le type m'a dit, bah ça c'est étrange, c'est un Français. C'est un Français. J'ai fait, ah bon? Et qui habite Murano. J'ai fait, ah bon? Et il me dit, oui, son atelier est juste là. Et donc je suis arrivé ici, dans cette pièce. Et là, évidemment, mon cerveau s'est mis à vibrer. Et voilà, c'est ce petit coquillage qui nous unit pour la vie. Le mariage entre le designer et l'artiste est une réussite. Les 2 hommes ont déjà créé des dizaines d'objets. Là, il y a un bloc de beauté, là. Un bloc de verre, mais un bloc de beauté. Oh la vache, j'avais pas vu en transparence. C'est beau en transparence. Ouais. Celui-là, on peut dire qu'il est parfait. En termes de composition, il est parfait. Ça, c'est plein. Ça, c'est plein, c'est opaque. Donc là, ici, on avait la première lampe du Royal Monceau, que je voulais dans l'esprit extrêmement vénitien, parce qu'il y a une tradition d'objets comme ça, que certains considèrent ridicules, que moi je considère comme extrêmement poétiques. Une sorte de Pierrot avec un masque. Et on a défiguré la chose jusqu'à... On est reparti plutôt dans le maelstrom, comme ça, où là, il y a des bêtes fantasmagoriques qui montent autour d'un tronc comme ça. Ça, c'est à peu près la lampe finale. Elle est un peu plus fine. En gros, en 3 ans. Pour ça, c'est le premier truc. On est parti de ça pour aller. Et entre les deux, je peux vous dire qu'il y en a quelques dizaines. Toujours pour le Royal Monceau, Philippe Starck a dessiné ses gouttes de verre. On n'est pas loin, là. Oui, mais alors là, le problème, c'est et c'est Aristide Nagent qui est chargé de les réaliser. Non, mais on va garder cette forme qui est vraiment superbe avec le trou à chaud. Elles orneront le sommet des colonnes du futur restaurant du Palace. Ici, tu parles en noir chaud. Et le noir chaud, c'est très beau. Demain matin sera fait. L'atelier Zanetti, l'une des verreries les plus connues de Murano. Ici,
Ici, Aristide Nagent a appris le travail du verre. C'est dans cet atelier centenaire qu'il fait faire toutes ces pièces. Ce matin, il supervise la réalisation des gouttes de verre conçues par Philippe Starck. L'idée, c'était en fait de réinventer les colonnes corinthiennes. Donc, en créant des mouvements par ces gouttes, restructurer l'architecture. On va avoir un effet de cascade assez sculptural sur chaque colonne, qui seront des gouttes, elles seront posées à 5 mètres de hauteur. Vous allez faire une centaine de gouttes? Ah non, 350. 350, il y en a? T'en mets encore 2 ou 3 feuilles. Là, on prépare des feuilles d'or et d'argent pour les gouttes des colonnes. On va rouler le verre sur ces éléments. Pour donner sa forme à la sculpture, les maîtres verriers ne disposent que de quelques minutes. Sous la direction du sculpteur, la pâte de verre est aplatie, puis étirée. Posée sur le moule d'acier, elle prend sa forme définitive. Dans quelques semaines, Aristide Nagent installera lui-même ses gouttes dans le palace parisien. Avenue Hoche, les travaux de l'hôtel se poursuivent. Seule la célèbre façade a été conservée. Au milieu du chantier, dans ce qui était le hall, Philippe Starck, de retour d'Italie, a fait installer grandeur nature un des petits salons qui orneront le futur rez-de-chaussée. Son idée, inventer un palace d'un genre inédit en créant une atmosphère de convivialité. Ses collaborateurs ont disposé une bibliothèque ainsi qu'une petite table et un canapé. Un avant-goût du hall du futur Royal Monceau qui permettra à Alexandre Allard, l'entrepreneur, et à Philippe Starck de corriger les imperfections. Tout commence par l'éclairage. Qu'est-ce qui te dérange? Le fait que ça bouge? Ouais. Ah, c'est pas non. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que si ça bouge pas, les gens vont le casser. Dis-moi, ça, c'est pas dangereux, ça? Il faut les abattre. Alors, ça aussi, est-ce qu'on le réduirait pas un petit peu? Il est juste mort, là. Parce qu'il faut que ça soit de la bijouterie qu'il faut avoir. Chaque centimètre carré, chaque objet de ce petit salon est inspecté minutieusement. Le rideau, on l'a décidé ondulé ou plissé? Moi, j'aime bien le côté plissé, ceci dit. Non, mais là, c'est dément, là. Le travail qui est là, et c'est dément. Vous vous rendez pas compte, là, les jointures de planches là, le poids quand tu prends chaque objet, là, la lampe plissée, impeccable. C'est de la merveille, ça. C'est fait par des artisans français, c'est impeccable. Sont encore passés en revue le coloris du bois, les vitrines, mais aussi la taille des sièges, qui doit convenir au gabarit des futurs clients, en majorité des Américains. Ah bah maintenant, un tabouret de bar en Amérique, c'est une table. C'est sidérant. Un tabouret de bar, maintenant, nous, c'est 30 cm. Ça veut dire qu'il faut en tenir compte? Ah bah c'est clair, plus les résistances. Plus les résistances, parce que maintenant, la moyenne doit faire 130 kg de l'américain. Donc, que ce soit du muscle ou de la graisse. Qu'est-ce qui va changer en termes de mobilier? Ça, on va un peu le raccourcir. Ça, il est bien. Ça, il va être en cuir. C'est en gros ça, l'esprit, c'est ça. Après, il faut raffiner. Il y a 1 an, le chantier débutait. Le gros œuvre est désormais terminé.
Les pelleteuses ont laissé place à des dizaines de décorateurs et de peintres. Aristide Nagent arrive ce matin de Murano. Il installe ses 350 gouttes de verre. Une étape importante et délicate. Cet élément de décor voulu par Philippe Starck orne la toute nouvelle salle du restaurant. Pour Aristide, c'est le moment du verdict. Je suis assez content de voir l'ensemble. Parce qu'on ne se rend pas compte, lorsqu'on fait les pièces une par une, du jeu de la composition. On a un mouvement, c'est pas trop chargé. Starck voulait vraiment ce travail de noir. Et là, l'effet de la lumière dessous est parfait. Il faut voir que dessous, il y aura des tableaux. Ce n'est qu'une partie. Ça va. La décoration de la future salle de restaurant est en bonne voie. Direction maintenant le premier étage de l'hôtel. Philippe Starck y a installé son laboratoire. Ici, dans le plus grand secret, il travaille à la conception des futures chambres de l'hôtel. Il a créé un prototype grandeur nature pour y tester des aménagements. Le concept crée une sorte de désordre organisé dans lequel le futur client pourra se sentir comme chez lui. Et pour cela, Philippe Starck a disposé un peu partout dans la pièce des dizaines d'objets. Chaque chambre est comme si on arrivait chez quelqu'un qui a pris de briques et de broc, des meubles, des souvenirs, des choses comme ça. On a mis au point un but il y a quelques mois et on l'a exactement. C'est-à-dire que nous rentrons dans une chambre qui est déjà habitée, on rentre dans une histoire, on rentre dans un film, on rentre dans un livre. Dans cette pièce, Philippe Starck a tout créé, même les objets les plus insolites. J'ai dessiné l'arbre altère pour faire la gym. Ça, c'est formidable. Alors là, on va bientôt les faire en bronze. Là, c'est encore le prototype. Ah ben non, non. Ça, c'est les jeunes businessmen, les machins, trucs comme ça, qui craquent tous les matins, là, devant le miroir, cronk, ce dont j'aurais clairement besoin. Non, ça, c'est une vraie utilité. Là, on est bon. On est bon. On est en retard d'1 minute. Et là, ils m'ont pas changé les fluos, hein. La tension monte. Philippe Starck attend la visite de l'instigateur du projet qui va découvrir la chambre pour la première fois. Pour Alexandre Allard, c'est un moment important. On attend la gueule. Alors c'est bourré de défauts, hein, c'est clair. Hein. Ah, c'est bien. Ça marche. Hein. C'est très émouvant. Hein. C'est des années de réflexion. Et puis là, c'est une année très difficile de combat. Là, et maintenant, ça prend forme et on voit que c'est exactement ce dont on rêvait, quoi. L'entrepreneur est satisfait, mais rien n'est encore définitif. Voilà, maintenant il faut régler tout ça. Il y a peut-être des détails de couleur à enlever. Il y a aussi le côté pratique. Moi, je sais pas comment ça se passe quand tu te lèves du lit, que tu vas dans la salle de bain, tu te tapes à mon avis ce truc-là. Tu vois, il y a plein de... Ouais, ça tombe. Il faut trouver le bon endroit pour lui. Il faut trouver le bon endroit pour l'accrocher. On va mettre un anneau et un crochet comme on avait dit. Tu vois, on va le mettre, je sais pas où. On va le mettre sur le côté là, sur le joint intérieur là. Maintenant, il faut raffiner plein de choses. D'abord, le sol doit être plus foncé. Et après, la peinture, elle est simplement mate. Tout ça, ça a de l'histoire, sauf le sol et les murs. Ce prototype de chambre devra être terminé dans 6 mois. Pour l'heure, c'est en face de l'hôtel que Philippe Starck s'est installé. Mais jusque-là, je crois qu'on y est. Voilà, c'est pas exactement l'angle que je voulais, mais c'est pas très grave.
Aujourd'hui, assisté de ses deux principaux collaborateurs, Eugénie et Djalil, il dessine un fauteuil de lecture. Le souci que j'ai... Un premier modèle a déjà vu le jour il y a quelques semaines, mais il ne satisfait pas le créateur. Alors celui-ci a décidé de le reprendre en main. Et je crois que le nez dans le guidon, on l'a un petit peu trop affiné partout. Je crois que le haut est pas mal, bien que je me méfie un petit peu des angles pointus. On lui a fait une taille de guêpe trop étroite, et donc on va en remettre, c'est-à-dire qu'on va voir comment, à quel moment on va rajouter de la sensualité, comme une femme qui aurait trop maigri et qui serait moins sexy. On va lui redonner un petit peu de chair, un peu de pulpe. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous imaginez les positions, vous imaginez quelqu'un assis, etc. J'imagine ce qu'il va penser. J'imagine ce à quoi il va rêver, vers quoi je vais l'orienter par le fait de poser la main là-dessus, qu'il y ait cette couleur comme ça, qu'il y ait ce toucher. Donc tout compte. Et surtout, c'est déjà une histoire. C'est déjà une histoire, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il est connu qu'on donne des noms de personnes au siège, parce que à force de les élever, parce qu'on les élève comme des enfants, à un moment, ils ont une vraie personnalité. Justement, Philippe, est-ce que vous allez donner un nom à ce fauteuil? Ah ben lui, il va s'appeler Royal Monceau. C'est vraiment bien ça. Hein. Ouais. Quelques mois plus tard, le dessin est devenu réalité. Le premier exemplaire du fauteuil de lecture baptisé Royal Monceau est installé dans une des 149 nouvelles chambres. C'est toujours impressionnant de voir une pièce finie là, en harmonie avec la moquette, les murs, les boiseries. C'est plaisant. C'est plaisant et maintenant il va falloir qu'il vieillisse un peu, qu'il prenne sa place, qu'il se patine avec le temps et que assez rapidement il ait son histoire. Là, vous trouvez ça comment? Magnifique. S'il en restait un, je le prendrais pour moi. Il va se patiner. À tous les étages, la patte de Philippe Starck est visible. La chambre est maintenant terminée. Alexandre Allard vient vérifier si les dernières modifications demandées ont été faites. Elles doivent prendre en compte les différences de culture des futurs clients. On a fait plus de 350 modifications par rapport à la chambre qu'on a vue la dernière fois. Là, effectivement, il y avait des masques africains. Et ça ne fonctionne absolument pas ni avec les gens du Moyen-Orient et encore moins avec les Japonais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas imaginer dormir avec une présence, une représentation. Par exemple, on a dû mettre cette margelle-là en marbre pour éviter que l'eau se répande dans la chambre, parce que les Japonais, et pas les vieux Japonais traditionnels, mais les Japonais en général, se lavent, mettent de l'eau dans le bain, de l'eau chaude, et se lavent comme ça. Donc ça met de l'eau partout dans la salle de bain. Et donc si vous n'avez pas cette margelle, ça part dans la chambre. C'est un détail, mais bon... Après, il y a beaucoup de détails comme ça. Par exemple, avant, il y avait un miroir ici. Et il y a certaines personnes, certains types de personnes qui ne supportent pas de se voir en double. Donc on a dû remplir et mettre une peinture. Ça porte malheur, paraît-il. Même si le concept de cette chambre est totalement nouveau, l'homme d'affaires a tenu à respecter l'esprit des lieux. L'idée, c'est de retourner aux racines de ces années 30. Il y a ici tout ce mélange un peu surréaliste, les émotions, on les a, le côté artistique, on l'a. Je vous mets au défi de trouver quoi que ce soit de technologique. Ça veut dire le radio-réveil, qui a comme dans toutes l'énorme téléphone avec le grand écran horrible, les télécommandes. Et les télés, on ne les voit pas, elles sont cachées derrière les miroirs. Et le reste, ça n'existe pas. À 3 semaines de l'inauguration, dans le hall de l'hôtel, les collaborateurs de Philippe Starck disposent des dizaines d'accessoires. Ils respectent ainsi ses volontés.
Comme pour les chambres, il faut créer un désordre organisé. Un cadre. Ça va ou c'est trop petit? Non, ça c'est trop petit. Ça, essaye ça peut-être. Vous savez pas trop ça? Je sais pas. Il y a combien d'objets là à peu près chinés en tout dans l'hôtel? 500. 500? Ouais, peut-être. Ouais. 500, 1000 cadres, 3500 livres. 2500 bouquins, ouais. On a fait 2 fois les puces avec Stark, 2 journées complètes en courant, pas de course. Et après... Et les livres, un stock de livres? Tous les jours. Gros boulot parce que les livres, on les choisit un par un. On fabrique un univers donc qui peut se rapprocher du décor. Parce que voilà, rajouter des objets comme ça, c'est qu'on se raconte une histoire quand même. Donc c'est à cela où on se rapproche du cinéma. Mais après tout ça est réel quand même. L'équipe doit faire vite. Elle attend la visite du concepteur des lieux. Ouais, c'est bien. Ouais. 1 heure plus tard, le designer arrive. Mais chérie, moi je vais tout reprendre comme je le vois. L'entrée du palace doit être particulièrement soignée. C'est la vitrine de l'hôtel. C'est dans les 10 premiers mètres que le client se forge un jugement. Alors, on attaque. Ici, il faut quand même qu'il y ait un gros effort. C'est là le premier choc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des objets plus beaux, à remplacer 1 ou 2 trucs là-dedans. Il faut que ça soit très qualité, ce qu'on voit là. Hein. Là, c'est pas beau, c'est la façon dont sont mis les livres là sur la tige. Ça, c'est vraiment mocheton là-haut. L'empilement comme ça, bien égal. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est par exemple les livres, on les met comment? Est-ce qu'on les aligne bêtement, un peu rationnel? Bah non. Ou après on fait une espèce de désordre? Non, mais vous en avez, oui, vous en avez des biens là. Là, ça c'est bien. En partie basse, ça vous va ça? Ouais. Je voudrais pas qu'il y ait de kitsch. Donc, mettez-moi des belles pièces ici. L'opinion va se faire entre là et là. Après, les gens, ils regarderont quasiment plus. Philippe Stark a revisité tout le hall. Il y a même créé une librairie dédiée aux livres d'art. Qu'est-ce qui là ils ont chargé. Je trouve que ça commence à être pas mal. Ça c'est pas mal. Moi je trouve que c'est trop là, c'est trop expo. Ouais, c'est trop expo. Ouais. Et après des choses pas belles, tu vois comme ça là qui dépassent. Oui, d'accord. On continue. En gros c'est bien, sauf il manque encore des trucs. Hein. Pour le bar, il a conçu une gigantesque vitrine mobile. 350 modèles de verres y sont exposés. Les clients pourront y choisir leur verre. Le barman, normalement, devrait dire, et alors, votre daiquiri, vous le voulez dans lequel? Moi, mon daiquiri, je le veux dans le rouge, génial, voilà, crac. Alors moi, je me posais la question sur enlever celui-là et celui-là. Durant plus d'1 heure, il inspecte chaque détail. Et peut-être les 2 autres. Nous sommes maintenant à 15 jours de l'ouverture du palace. Pour les 400 employés, ce sont les dernières répétitions. Dans les étages, les nouvelles gouvernantes découvrent les nouvelles chambres, synonyme de nouveaux services. La démonstration est dirigée par Aurélie Martin. Dès le matin, d'accord ? Le but du service de la couverture, c'est quoi? C'est que le client il revienne dans sa chambre, après son dîner, après sa soirée, et que sa chambre soit prête pour la nuit. Donc on va lui ouvrir le lit, et après on va replier. Comme vous avez remarqué, les oreillers ils étaient déjà positionnés à la verticale. On ne va pas les mettre à plat, autrement ça ne donne pas une bonne image du lit, mais on les met juste un petit peu plus à l'oblique. C'est un nouvel hôtel, donc c'est une nouvelle installation, c'est une nouvelle mise en place des chambres. Donc automatiquement, on a des clients qui vont nous demander de déplacer peut-être un lit, parce qu'il sera positionné, et là, avec Monsieur Stark, il est positionné au niveau central. On ne sait pas s'ils vont vouloir se dépasser, autre chose. Il y a des gens qui veulent dormir la tête au nord, la tête au sud, c'est un petit peu différent. Donc tout est possible en fait, vous arrivez, tout est possible. Presque. Tout est possible, on peut juste ne pas pousser les murs. Allez-y. La visite se poursuit dans la salle de bain. Au niveau des serviettes, elles nous arrivent, donc que ce soit les éponges ou les draps de bain, ils arrivent pliés en 3 par notre loueur de linge, donc comme ceci. Tout ce qu'on a à faire après, la femme de chambre et vous à vérifier, c'est qu'on les replie en 2 automatiquement. Pourquoi? Pour que la croix de Stark apparaisse. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui? Philippe Stark a conçu un nouveau type de chambre. Pour le personnel, tout est à apprendre. Donc au niveau de la mise en place du salon, on met la console en diagonale et les canapés qui vont suivre vont être en diagonale et suivre cette même diagonale. Le bureau, comme vous le remarquez, il va resuivre encore une fois la diagonale du tapis. Donc tout va partir après d'une certaine logique
qui fait qu'on ne s'inspire pas des murs, mais on s'inspire de la diagonale du tapis. D'accord? C'est bon? Ça vous semble logique pour tout le monde? Oui. D'accord? Les gouvernantes ne disposent plus que de 15 jours pour atteindre l'excellence. C'est dès le début que se crée la légende parce qu'il est très attendu. C'est une réouverture, c'était une légende avant, donc c'est dès le début qu'il faut qu'on marque les esprits et les gens reviendront si dès le début, le service il est impeccable. On ouvre en 5 étoiles, il faut qu'on soit digne des 5 étoiles. Ce message est passé à tous les étages du palace. Au restaurant, les serveurs eux aussi sont en pleine révision. On essaye d'allier le luxe avec la simplicité. Donc vous recevez les clients comme si vous étiez à la maison. Mais on est quand même au Royal Monceau, d'accord? En cuisine, on révise aussi. On se prépare. Tous les jours, la brigade expérimente de nouvelles recettes. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai vu hier, ça faisait pas super net. On va garder le cœur. Par contre, on va les faire légèrement plus courtes. On va tester, on va voir les volumes, les portions, la quantité. Et puis faire goûter au chef Laurent André, savoir si ça plaît. Et, si c'est validé, c'est parti, quoi. Toujours du stress, surtout à 15 jours d'ouverture, ce qui fait que voilà, il faut qu'on soit prêt. Et c'est dans le souci du détail qu'on ira un peu plus loin. Tac. Chef. Ces nouveautés, avant d'être proposées à la carte, sont soumises au jugement de Laurent André, le tout nouveau chef de cuisine, arrivé il y a quelques semaines. C'est tellement bon, tellement rafraîchissant, c'est parfait. On touche à rien, on rajoute un peu ce qu'on vient de dire, un peu plus d'humidité sur les légumes, et on roule. Ok? Ah, c'est validé, ça c'est sûr, il est à la carte à l'ouverture, ouais. Validé, ouais. Complètement. Le point fort du Royal Monceau, ce sont ces deux restaurants. Il y a une cuisine française et une italienne, dirigée par un jeune chef recruté en Toscane. Ce matin, Roberto Rispoli fait goûter ses premiers plats à Laurent André. On est mieux dans une assiette comme celle-là, ça lui donne plus de valeur que dans l'assiette ronde, là. Alors tu vois, là, j'aime beaucoup... Non, c'est bon, là. C'est bien les girolles, là, tu vois. Mais tu peux encore relever en acidité la salade. Hein. Oui, chef. Ouais. On assaisonne un peu la salade ou pas? Non, je pense on laisse comme ça, hein. On laisse comme ça. Très bien. On ne pouvait pas faire autrement un restaurant qui s'appelle Il Carpaccio que de mettre un carpaccio. Mais attention, nuance, Il Carpaccio est un peintre. On n'a pas appelé ce restaurant Il Carpaccio pour la viande. C'est un peintre vénitien qui aimait peindre le rouge. Donc voilà pourquoi ce plat a ce nom-là. Comme dans tout palace, la carte des cocktails est importante. C'est le travail de Grégory Azac. C'est le Tea Time 007, une base de thé à la fleur de cerisier, du gin, du marasquin et du vermouth doux. Le marasquin relève la fleur de cerisier. Les créations du barman, elles aussi, sont soumises à un jury. Et là encore, le chef a son mot à dire. Ça, c'est un truc qui va marcher, ça. Ouais, je pense. Ça va se vendre parce qu'il y a toute la saveur du champagne. Il y a le côté légumes avec le concombre qui est impressionnant. Par contre, il faut bien préciser qu'il y a du concombre. C'est pas apprécié de tout le monde, de concombre. C'est sur la carte. Le premier, en toute sincérité, moi je pense qu'au niveau du sucre, là, c'est trop, c'est exagéré. Mais ça, c'est impressionnant. C'est délicieux. Très bon. Je ferais bien un petit sorbet avec ça, moi. C'est fleur de sureau. C'est une base de pommes et de caramel beurre salé. Tu vois, là, il y a un truc, là. Il y a un dessert à faire avec ça. En granité, ou il y a quelque chose à faire avec ça. Après plus de 2 ans de fermeture, l'hôtel accueille enfin ses premiers clients. Il découvre le nouveau Royal Monceau, réinventé par Philippe Starck. Tout a été transformé, le fameux hall converti en une succession de petits salons. Plusieurs centaines d'objets ont été conçus pour le décor. À proximité du restaurant, le designer a même créé une salle de cinéma de 100 places. Seule concession au passé, les anciens lustres ont été regroupés au-dessus de l'escalier.
Tu as vu les différentes densités que l'on a. Je pense que c'est différentes ampoules. Elle est bien la rampe, on la tient bien. Hein. Quel boulot, quel boulot, quel boulot. Ah oui, c'est dément comme travail ça. Ouais. Hein. C'est dément parce que quand même, la plaque d'inox là, elle est quand même pas petite. Hein. Pour Philippe Starck et Alexandre Allard, l'initiateur du projet, cette ouverture est l'aboutissement de plus de 3 ans de travail. Ça fonctionne très très bien, c'est ça là. Ah on a vraiment une intimité complète. C'est les rideaux, c'est l'effet des rideaux. Tu te rappelles à l'époque, quand on a discuté de ça, tout le mal qu'on s'est donné pour la matière, et c'est vrai que là, elle va bien la matière. Il tombe bien. Ça, c'est le plus bel espace qui existe dans un hôtel parisien. Ça veut dire, mais c'est d'avoir su, et avec le glissement dans le restaurant derrière, c'est d'avoir su l'ouvrir complètement, mais en même temps, on a une intimité totale. Ce dont je suis fier, c'est d'abord de l'avoir fait. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est un gros bateau, c'est un gros paquebot. Et si vous voulez que ce soit plutôt le Normandie ou le France plutôt que le Titanic, eh bien il y a des années de travail. Donc déjà le voir réalisé, c'est formidable. Et de voir que là, il y a des gens qui sont en train de parler, qui sont en train de travailler, qui sont en train de vivre. Donc on n'a pas créé la vie, mais on a créé des petites vies. Et ça, je trouve qu'on peut être fier de ça. Surtout, je le répète, comparé à l'énorme somme de difficultés que c'est. Ça paraît peu, c'est gigantesque, à se demander même si à un moment ça en vaut même la peine. La réponse est oui, ça en vaut la peine. Ce soir, pour le Royal Monceau, c'est une nouvelle histoire qui commence. Nous quittons Paris, destination le Maroc. Posée entre le désert et les montagnes de l'Atlas, la ville rouge. Cité impériale, elle a été fondée il y a plus de 10 siècles. Au cœur de la ville, le centre historique. Un dédale de ruelles, la Médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à 2 minutes des rumeurs de la rue, un monument historique, la Mamounia. C'est l'un des 10 plus beaux palaces dans le monde. Cet hôtel de légende vient de rouvrir ses portes après 3 ans de travaux. Photographe britannique, Alan Keohane réalise un reportage consacré à la renaissance de la Mamounia. On dirait une peinture orientaliste. La Mamounia est l'un des plus grands hôtels du monde. Pas seulement par son emplacement, son histoire, son style, mais surtout par sa splendeur et son luxe. C'est gigantesque. Plus personne ne construit d'hôtel si grand, à part à Las Vegas. Mais ici, c'est autre chose. Conçue par 2 architectes français, la Mamounia est inaugurée en 1928 comme le Royal Monceau. Ses concepteurs misent sur le style art déco et s'inspirent du design des paquebots transatlantiques. Très vite, son jardin de 7 hectares aux portes de la Médina séduit la bonne société européenne venue découvrir les charmes du Maroc. On fait appel aux meilleurs artisans de l'époque. C'est même le célèbre peintre décorateur Jacques Majorel qui est chargé d'orner le plafond du hall de l'hôtel. Une peinture aujourd'hui classée monument historique. Pour son reportage, Alan se rend dans l'une des suites du premier étage. Une chambre qui porte l'empreinte d'un grand homme d'État. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ah, Churchill. Qu'est-ce que c'est?
Churchill, notre ami Winston. Cette toile a été peinte ici à Marrakech. Elle est signée Winston Churchill. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ancien Premier ministre britannique avait établi ses quartiers d'hiver à la Mamounia pour se consacrer à la peinture. Il adorait la ville rouge, les paysages et les couchers de soleil sur l'Atlas. Aujourd'hui, cette chambre, baptisée Suite Churchill, n'a pas changé depuis le passage de l'homme politique. Moi, j'aime bien les hôtels qui ont une histoire. C'est quelque chose de beau de vivre, de rester dans une chambre où peut-être Winston Churchill a resté. Tu as l'impression que tu fais partie d'une continuation de l'histoire du Maroc. Il y a quelque chose dans l'air. La chambre, c'est pas mal. J'aime bien. Un peu d'arabe. C'est chouette. Pour exprimer au mieux l'histoire du lieu, le photographe cherche le moindre détail. Ça, c'est bien. Ok. Moi, je suis intéressé par ce coin. C'est le rideau et c'est très joli. Et aussi, caché derrière, j'aime bien le radiateur qui fait rappeler l'ancienne époque. Très joli, très beau. Avec son univers particulier, son ambiance de palais oriental, très vite, la Mamounia attire des cinéastes en quête d'exotisme. En 1930, 2 ans après l'ouverture de l'hôtel, Marlène Dietrich vient y tourner avec Gary Cooper le film Morocco. En 1956, Alfred Hitchcock réalise l'un de ses chefs-d'œuvre, L'homme qui en savait trop, avec James Stewart, un de ses acteurs fétiches. Le film se déroule en partie à Marrakech et plusieurs scènes sont tournées à l'intérieur de l'hôtel. Aujourd'hui, la Mamounia a été totalement transformée. 3 ans de travaux ont été nécessaires pour sa rénovation. C'est un décorateur français, Jacques Garcia, qui a réinventé l'esprit des lieux en misant sur la tradition marocaine. Après 60 ans de style art déco, la Mamounia est devenue un modèle de l'architecture arabo-andalouse. Wow. Oh. Oh. J'aime bien le plafond. Ça, c'est très beau. Oh, j'aime bien ça. Ça, c'est joli. Belle perspective et symétrique. Pour ce passage au XXIe siècle, les 210 chambres et suites ont été réaménagées dans le plus pur style mauresque. Cette chambre me parle dès que je franchis la porte. C'est fantastique. Tout ici est unique, avec son style propre, son histoire. Tout me parle, même ces carreaux de céramique ou les sculptures de plâtre. Cet hôtel rappelle les mosquées. La lumière évoque les peintures. Tous ces détails m'inspirent visuellement. Ok, on fait. Pour cette nouvelle Mamounia, le décorateur Jacques Garcia s'est inspiré du savoir-faire marocain. Durant 3 ans, il a fait appel aux meilleurs artisans. Il a ainsi fait fabriquer plusieurs centaines de lustres et de lampes. Certaines pièces ont été fabriquées ici, dans cette manufacture de Dinandri, aux portes de Marrakech. 200 artisans triés sur le volet y martèlent des feuilles de cuivre, d'étain, d'argent ou de fer blanc. Ça, c'est presque fini quand même. Yahya Rouache a créé cet atelier en 2004. Et c'est chaud, il faut bien le positionner. Aujourd'hui, c'est l'un des plus importants du Maroc.
Et puis le polissage, bien pour que c'est bien propre pour Youssef, pour Adam. Oh, Khabdjan. Il produit des pièces exceptionnelles, comme cette dentelle de cuivre. Un travail de précision. Donc il pousse un petit peu. On le vérifie dans la lumière pour qu'on peut voir les petits défauts qui doivent être retravaillés pour que c'est parfait. Là, il y en a des défauts. De temps en temps, ça arrive que s'il y a une erreur ici, ça ne marche pas. Et on recommence. Ils ont oublié de faire découper un petit morceau là. Et on a besoin de retourner ça pour qu'il refait. Pour perpétuer ce coup de main typiquement marocain, le jeune créateur a parcouru le pays en quête des meilleurs ouvriers. Lui, il est mince, mais il est très très fort. Celui-là, c'est un grand maître. Il a une main d'or. Il a mis combien de temps à travailler? C'est long à apprendre. Des années, il prenait des années, des années, des années. On a pris le savoir-faire ancestral, on a essayé de modifier, de développer, parce que la seule manière d'arriver à cette perfection de travail et cette finesse, c'est avec les ciseleurs, de travailler comme l'orfèvre de l'ancienne. De découper avec des marteaux, ça laisse les traces, c'est quelque chose de très brut, très naïf. Ça donne tout à fait un autre effet. Ça donne pas le finesse de travail que tu le vois ici. Dans cet atelier, tout est façonné à la main et chaque pièce est unique. La machine ne peut pas faire ça, parce que tu as besoin des mains pour manipuler, pour joindre au point parfait. Chaque objet est un bijou d'orfèvrerie. Aujourd'hui, les luminaires de Yaya se vendent dans le monde entier. Il fabrique pour les plus grands décorateurs, à Paris, New York, mais aussi pour certains particuliers très fortunés. Ce matin, ce dôme monumental va quitter l'atelier pour orner le hall d'un palais en Malaisie. On traverse tout ça. Bien, c'est bien. Après 16 mois de travail, le jeune créateur se charge de l'ultime vérification. C'est ciselé à la main, sculpté à la main, monté à la main, fini à la main. Même la finition au niveau de la patine, c'est fait à la main. C'est vraiment une pièce d'art fait à la main. Demain, cette commande spéciale quittera la banlieue de Marrakech pour Kuala Lumpur. La Mamounia est connue dans le monde entier pour ses jardins. C'est au XVIIIe siècle que le sultan de Marrakech offre ses 10 hectares à son fils Mamoun. Oasis au cœur de la vieille ville, célèbre pour son orangerie. Abderrazak Ben Chaban connaît parfaitement l'histoire de ces jardins. La Mamounia, c'est tout simplement le nom de ruisseau qui arrosait le jardin. Chaque jardin était arrosé par un ruisseau. Et pour alimenter ce jardin de Mamoun, il y avait la rigole, la Mamounia, qui apportait cette eau indispensable à la vie et à la prospérité de ce jardin. Et c'est ce mot Mamounia qui a traversé l'histoire pour devenir le palace La Mamounia et non pas, malheureusement, le nom du prince Mamoun. 2 siècles plus tard, 50 jardiniers veillent en permanence sur ce conservatoire végétal. Au Maroc, les jardins sont traditionnellement des lieux de rencontre. Dans une ville comme Marrakech, qui est dans un climat aride où il fait très chaud, les jardins sont des lieux où on sort pour être vu, mais pour se rafraîchir. Quand on était petit, c'est au jardin qu'on rencontrait les personnes des religions différentes. Il y a un qui va à la mosquée, un autre à la synagogue et l'autre à l'église, mais c'est au jardin où on se rencontrait entre jeunes. Au-delà de sa fonction esthétique, environnementale, nourricière, il a une dimension sociale très importante parce que c'est dans les jardins que se tissent les liens sociaux. Ça, c'est une photo des années 30-40. On a toujours le verger. C'est un jardin qui est découpé
en 4 parterres qui sont séparés par 4 allées. C'est le dessin classique du jardin islamique. Au cœur de ce parc, rare vestige de cette époque, le pavillon du sultan. C'est ici, au XVIIIe siècle, qu'il recevait ses hôtes de marque. Aujourd'hui, ce bâtiment est un salon de thé. Sur cette photo, on peut le voir tel qu'il était avant les travaux de construction du palace dans les années 20. À proximité se trouvait le réservoir d'eau du domaine. Aujourd'hui, il a été transformé en restaurant et il domine la piscine de la Mamounia. Nous quittons l'hôtel, direction la Palmeraie, à 10 minutes du centre de Marrakech. C'est ici qu'Abderrazak Ben Chaban a installé son laboratoire. Il y expérimente les jardins de demain. Là, de l'autre côté. Un peu plus sur la gauche. Un peu plus. Je plante un cactus comme on poserait une sculpture dans un jardin, donc l'exposition compte beaucoup. C'est sur cette parcelle que le paysagiste a planté plus de 300 variétés de cactus. Des végétaux déjà présents dans les jardins arabo-andalous du Moyen-Âge. J'ai toujours défendu le jardin sec parce que le Maroc est un pays où on peut faire des jardins luxuriants. Dans l'avenir, nous serons obligés à compter avec l'eau qui va devenir de plus en plus rare. Et moi, j'ai trouvé la réponse avec ces cactés, avec ces plantes grasses. On peut faire des jardins verdoyants, mais secs. Vous savez, le cactus, pour moi, en termes végétal, veut dire tout simplement la résistance à la sécheresse dans l'élégance. Dans quelques semaines, Abderrazak Ben Chaban ouvrira son jardin sec au public. À proximité, fidèle à la tradition, il a créé une roseraie, comme celle qui fleurissait autrefois tous les palais de la ville. Alors ça, ce sont mes premières roses de l'année. C'est la rose de Dadès dont rêvent tous les parfumeurs du monde, la rose marocaine. C'est une note assez exceptionnelle, assez élégante, très féminine. Pour les mystiques, c'est la rose des jardins d'Éden. Et c'est pour cette raison-là que le Marocain est très lié à cette rose. Et la rose marocaine, son parfum est dans tous les rites de passage de chaque Marocain qui se doit, depuis la naissance jusqu'à la mort. La rose accompagne notre vie et la ponctue. Il est 6 h du matin. À l'entrée du souk, le grand marché de la ville, nous retrouvons Alan Keohan. Le photographe veut profiter de ce décor exceptionnel pendant que les ruelles sont encore vides. Ici, c'est comme les magasins des rues de Londres. C'est là qu'il y a les plus grandes boutiques. La journée, c'est plein de monde. Ce matin, pour son reportage, il est venu photographier des portes monumentales. Des pièces uniques, l'illustration du savoir-faire marocain. En journée, il y a des tapis exposés ici qui masquent les portes. Alors on ne voit rien. Le problème, c'est que tout est dans les mêmes tons. Alors c'est difficile de distinguer le travail de sculpture, les reliefs. Il faut que je choisisse un angle pour mettre en valeur ces décors. Depuis plusieurs semaines, Alan parcourt les souks. Il a appris à les connaître et au détour d'une ruelle, il tient à nous montrer
une curiosité. Voici l'une des toutes dernières vignes du souk. Elle doit avoir dans les 400 ans. Autrefois, elle recouvrait tous les toits du souk et en hiver, quand il n'y avait plus de feuilles, le soleil réchauffait le souk. Cette vigne a donné naissance à une légende. Quiconque coupera cette vigne sera maudit, ainsi que ses enfants. Il est 8h30, les boutiques ouvrent leurs portes pour accueillir leurs premiers clients. Alan, lui, est déjà rentré à la Mamounia. Il ne dispose que de quelques minutes pour réaliser sa dernière série de photos. Vas-y, un petit peu, au fond. Voilà. Allez, voilà. Dominique. Il a réuni les 40 cuisiniers du palace, un symbole du renouveau de cet hôtel de légende. Là, je compte 1 minute. Dans 1 minute, on part. Voilà. Super. Ok, bravo. Merci à vous. C'est incroyable. Pour faire cette photo ici, il faut tout arrêter en cuisine. Pour eux, ce n'est pas simple, car ils sont sans cesse sollicités. On réclame un bœuf à pois et un agneau rosé, s'il vous plaît. 5 minutes plus tard, tout le monde est derrière les fourneaux. C'est déjà le coup de feu. Allez, là, on attend un tour. À la Mamounia, il y a 3 restaurants, 3 cuisines et 3 chefs. Depuis la réouverture de l'hôtel, la table française est dirigée par Jean-Pierre Vigato. Plusieurs fois par an, il quitte son restaurant parisien pour mettre au point ici de nouvelles recettes. C'est top. Ça manque un petit peu d'assaisonnement. Autre nouveauté, une cuisine italienne réglée par Don Alfonso. Son restaurant napolitain est l'un des plus célèbres de la péninsule. Pour la gastronomie marocaine, il y a l'un des plus grands chefs du pays, Rachid Agouret. Depuis 27 ans, il travaille à la Mamounia. Fidèle à la tradition, il commande une brigade d'une dizaine de cuisinières. Au Maroc, la cuisine marocaine, c'est connu, c'est par les femmes. Nos grands-mères, bon, et nos racines, tout ça, c'était la cuisine qui est faite par les femmes, c'était les grands-mères. J'étais le petit enfant qui est derrière sa maman toujours dans la cuisine, qui essaie d'apprendre, on dit. Aujourd'hui, Rachid Agouret prépare un nouveau plat à base de légumes et de cigales de mer. Qu'est-ce qu'il y a de marocain là-dedans? Déjà, c'est la marinade, c'est marocain. La semoule d'orge, c'est marocain. Les olives noires, c'est marocain. La sauce harissa, la sauce piquante un peu relevée, c'est aussi marocain. Mais elle était magnifique cette dorade. Hein. Dans l'après-midi, il retrouve ses 2 confrères. Régulièrement, ils se réunissent pour tester leurs plats respectifs. Ça va. C'est bon parce que... C'est bon. Elle est fondante. Le couscous de quoi tu m'as dit ça? C'est la semoule d'orge. La semoule d'orge. Oui, c'est la semoule d'orge, c'est ce qu'on dit. On dit la belboula au Maroc. C'est de l'orge qui est cuite à la vapeur. C'est un genre de couscous. J'ai l'habitude, le couscous c'est bien de la semoule de blé. Bien sûr. Très bon. C'est la première fois que je mange la semoule d'orge, moi. Il y a un dessert qui s'appelle pastiera, qu'on fait pour les jours de Pâques. Et ça, on pourrait le faire. Oui. Avec la semoule, ça c'est magnifique. Oui. On s'amuse à se présenter des choses comme ça. Puis parfois, moi je vais dîner au Marocain et il ne le sait pas, mais je goûte ses plats. Avec un plat français, un plat marocain, un plat italien. Et on peut faire voir, vivre l'émotion de 3 cuisines ensemble. Hein. Ça c'est magnifique. L'idée, c'est ça, de partager les idées, de découvrir chacun ce qu'il fait. Bon. Et après, tout ça pourrait partir à la carte, tout ça. Bien sûr. Oui, bien sûr. Après, la cuisson est vraiment parfaite. Maurice Autin est un pilote de montgolfière chevronné. Ce matin, il se prépare à accueillir des clients de la Mamounia.
À la grâce de Dieu. Dans la nacelle, un couple de jeunes mariés. Quelqu'un? Ces clients britanniques se préparent à prendre un petit déjeuner exceptionnel. Nous sommes à quelques kilomètres à peine du centre de Marrakech. Nous avons monté Nous sommes à 300 mètres. Oui, 300 meters high. On va faire une petite leçon de géographie. Quand on regarde vers le sud, c'est les sommets du Haut Atlas. On a encore la neige. On a une station de ski d'ailleurs. L'Oukaïmeden est à 90 km de Marrakech. Vers le nord, au contraire, ce sont les petites montagnes des Jbilettes. En arabe, Jbilettes, ça veut dire petite montagne. Entre les deux, la large plaine du Haouz, dans laquelle Marrakech est construite. Durant 30 minutes, nous survolons les faubourgs de la ville rouge. Il y a une magie dans cette ville. Ça fait 20 ans que je suis là, 20 ans que je ne comprends pas l'attraction extraordinaire de Marrakech. On dit que quand on vient à Marrakech, quand on y vit quelques années, pour quitter la ville, il faut faire un pèlerinage aux 7 saints qui protègent la ville. Je vais finir par croire que c'est vrai parce qu'il y a une magie dans cette ville, c'est clair. Avant d'atterrir, une dernière petite attention. Et à 8h30 du matin. C'est bien. Je pense que la nacelle d'une montgolfière est le plus bel endroit pour boire du champagne. What's that mean in English? Ciel. Ciel. Sky of Africa. Ciel d'Afrique. The sky of Africa. To the African sky. To the African sky. Nous quittons le Maroc, le ciel d'Afrique, cap vers la Turquie. Istanbul, au bord du Bosphore, la plus grande ville de Turquie. Sur la rive occidentale, un autre hôtel de légende, le Pera Palace. Après 5 années de fermeture, dans quelques jours, il va enfin rouvrir ses portes. Son histoire est étroitement liée à celle de la ville. Aujourd'hui, c'est une femme qui veille à la renaissance de ce monument historique. Le miroir, vous me le placez bien au centre. Pinar Kartel-Timur a été nommée à la tête de l'hôtel il y a 2 ans. Pour l'instant, il manque encore quelques accessoires et quelques tableaux. Rien n'est fini. En tant que femme, je me préoccupe particulièrement de tous ces détails. C'est une partie très agréable de mon travail. J'aime beaucoup faire ça. À moins de 15 jours de l'ouverture du palace, ce tableau vient tout juste de quitter l'atelier d'un restaurateur. S'il vous plaît, centrez-le bien. Il faut maintenant le replacer dans l'un des 4 grands salons. Il s'agit d'une cérémonie dans une église catholique. Cela pourrait être une toile de l'école de Rubens. Ce tableau provient d'une église.
Sur les 6 étages du palace, les employés ont disposé plus de 400 tableaux. Ce sont les portraits des anciens directeurs de l'hôtel. Pour nous, c'est un hommage de les placer ici. Ils ont fait vivre le Pera Palace pendant 120 ans. Inauguré en 1892, le Pera Palace fut le tout premier hôtel de luxe de l'Empire ottoman. Créé spécialement pour accueillir les passagers de l'Orient Express, ses concepteurs réalisent un palace qui n'a rien à envier à ceux des grandes capitales européennes. À l'époque, ce fut le premier bâtiment du pays à disposer d'un ascenseur. Il mène aux 110 chambres, toutes équipées de l'éclairage électrique et même de l'eau chaude. Dès son ouverture, l'hôtel affiche complet. Car à la fin du 19e siècle, Constantinople est une destination très prisée. En s'ouvrant à l'Occident, la ville attire toutes sortes d'artistes fascinés par l'Orient. En 2005, le Pera ferme ses portes pour se lancer dans une gigantesque campagne de rénovation. 150 restaurateurs se succèdent sur le chantier. L'entrée du Pera, surmontée d'une marquise, est célèbre dans tout le pays. Durant plus d'un siècle, l'établissement a accueilli des célébrités du monde entier. Nous sommes dans le bar, l'un des hauts lieux du Pera Palace. C'est ici que la directrice a donné rendez-vous ce matin à des guides d'Istanbul pour leur présenter le nouveau visage de son hôtel. Nous sommes dans notre bar Orient. Hemingway venait prendre un verre ici. En 1922, l'écrivain américain séjourne au Pera Palace pour y écrire une série d'articles sur l'effondrement de l'Empire ottoman. La visite continue au rez-de-chaussée, dans les grands salons et le hall. Tous les meubles ont été restaurés dans le style Belle Époque. Voici notre célèbre ascenseur. Le célèbre ascenseur fit sensation à l'ouverture du palace en 1892. Copie de celui de la Tour Eiffel, il vient tout juste d'être rénové. À cet étage, il y a la suite Greta Garbo. L'actrice a séjourné ici pendant 21 jours pour tourner un film. Au Pera Palace, chaque chambre a accueilli une célébrité. La 103 était occupée par Greta Garbo, venue tourner un film sur la vie de l'espionne Mata Hari en 1931. La 209 était réservée à l'écrivain voyageur français Pierre Loti. L'académicien était passionné par la Turquie. Mais la 411 demeure la plus fameuse. C'est ici que la reine du crime Agatha Christie avait ses habitudes. Dans cette chambre, tout le mobilier est d'époque. Nous avons même ici la machine à écrire utilisée par Agatha Christie. C'est sur cette machine que la romancière aurait écrit Le Crime de l'Orient Express en 1926. À l'époque, personne ne savait où s'était réfugié l'écrivain. Vous voyez également ces livres. Nous les avons achetés dans divers endroits du monde, sur Internet ou aux enchères.
Il y a des livres en japonais, suédois, allemand, anglais. C'est une véritable petite librairie dédiée à l'œuvre d'Agatha Christie. Pour la restauration de ces chambres historiques, les artisans se sont particulièrement appliqués à respecter l'esprit des lieux. La difficulté était de préserver l'authenticité, tout en intégrant les moyens de communication d'aujourd'hui. C'est pourquoi la restauration a duré 2 ans et demi. Nous avons apporté la technologie actuelle, tout en gardant le charme de l'époque. Avec tout son vécu, son mobilier historique, le Pera Palace est un véritable musée-hôtel. Au premier étage, la chambre 101, la plus célèbre du palace. Elle n'a connu qu'un seul occupant. Et elle ne sera jamais louée. C'est un musée à la mémoire de Mustafa Kemal, dit Atatürk. Fondateur de la République turque en 1923, il mit fin aux 700 ans de l'Empire ottoman. C'est dans cette chambre que, clandestinement, il a préparé son accession au pouvoir. La réouverture de l'hôtel, Gabi Oksuz l'attend depuis maintenant 5 ans. Guide professionnel, il aime faire découvrir sa ville aux Français. La visite de ses chambres sera un moment fort de son circuit. Là, on a une très belle vue sur la Corne d'Or. Plus on monte dans les étages, plus la vue est magnifique. C'est toujours intéressant d'amener des gens de passage ici parce qu'on a quand même respecté le charme, on a respecté l'âme. Pera Palace, aujourd'hui, on peut dire vraiment c'est une page dans l'histoire d'Istanbul. Idéalement situé, dominant le Bosphore, le Pera Palace est l'un des tout premiers bâtiments à avoir été construit dans ce nouveau quartier. Derrière moi, on voit l'hôtel Pera Palace, des passagers d'Orient Express qui logeaient à Pera Palace. Ils avaient une vue sur la Corne d'Or. Au début du XXe siècle, c'était vraiment le lieu où il faut être quand on visitait Constantinople, quand on visitait Istanbul, parce que ici, c'était la colline qui dominait la Corne d'Or et la vieille ville. À la fin du XIXe siècle, le quartier du Pera était la fierté de la ville. C'est ici que la bonne société stambouliote vivait et s'amusait dans ce que l'on appelait le Paris oriental. Gabi connaît parfaitement ce quartier qu'il sillonne depuis des années. Le Pera était un véritable terrain d'expérimentation pour des générations d'architectes. Dans cette partie européenne de la ville, on pouvait y rencontrer tous les styles. Comme en témoigne cette façade, où le nom de l'édifice est écrit en 3 langues. En grec, en ottoman et en français. C'était la communauté italienne, la communauté française d'Istanbul qui habitait dans cette partie de la ville. Cette partie-là était toujours un quartier de bourgeoisie. Mais cette rue-là où nous sommes, donc le Petit Champ de Pera, donc c'était vraiment la rue la plus branchée, la rue la plus chic de Pera. Aujourd'hui encore, c'est toujours dans cette partie de la ville que la jeunesse d'Istanbul se montre. Loin de la rumeur des cafés, Gabi veut nous faire découvrir d'autres petits trésors d'architecture. À 2 minutes du Pera Palace, un vrai petit Paris avec ses passages. Nous sommes dans un passage Perrotte. Regardez ce petit détail. Marianne avec le coq, la symbole de la France. À Pera, on a construit pas mal de passages comme celle-ci, qui est en effet une copie d'un passage Choiseul en petite dimension. L'orientation, c'est la même aussi. Le passage donne dans la rue Petit Champ de Pera. Comme à Paris. Comme à Paris.
Au bout de ce passage, un autre monument historique. Un lieu incontournable pour tout bon stambouliote, la pâtisserie Inchi. Les profiteroles de Monsieur Lucas sont connus dans toute la ville. On dit que ce sont les Français qui ont inventé les profiteroles. Non, non, pas du tout. C'est nous à Istanbul qui sommes à l'origine des profiteroles en chocolat. Nous sommes à 5 minutes du quartier français. Tous les jeudis, depuis 2 mois, la directrice du Pera Palace retrouve ses principaux collaborateurs. Je vous présente Ilker, mon directeur adjoint, Esin est responsable des relations publiques, Zeynep est assistante de direction, et voici Aziz, notre directeur financier, et İpek, notre directrice aux ressources humaines. Şimdi kestim. Sol. Sağ. Sol. Şimdi sahile çıktım. Le Pera Palace est dans notre cœur. C'est pourquoi nous avons décidé de faire revivre la grande époque où on dansait le tango et la valse au palace. Et ça plaît beaucoup à tout le monde. Ils se préparent pour l'inauguration de l'hôtel. À cette occasion, ils devront ouvrir le bal. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, je vous assure. Avec son équipe, la directrice va apprendre le tango, mais aussi la valse. Nous sommes le 29 octobre, un jour férié en Turquie, le jour de la naissance de la République. Ce soir, le Pera Palace est inauguré en grande pompe. La directrice accueille le tout Istanbul. Pour fêter dignement sa réouverture, sur une façade de l'hôtel, un son et lumière retrace les 120 ans du palace. L'histoire de ces hôtes prestigieux défile sur le mur. Ce soir, au rythme de la valse, le Pera Palace renoue avec sa légende. Il va pouvoir à nouveau accueillir les passagers d'un autre palace, mythique lui aussi, l'Orient Express. C'est dans cette gare du quartier du Pera, construite spécialement en 1890, que les voyageurs arrivés à Istanbul à bord de l'Orient Express étaient accueillis. Aujourd'hui encore, une fois par an, ils sont une centaine de privilégiés à renouer avec la tradition. Ce matin, venus des 4 coins du monde, ils s'apprêtent à embarquer à bord des 17 voitures bleues et or du Venise-Simplon Orient Express. Ce palace roulant dispose de 3 voitures-restaurants. Chacune a son propre style. La première offre l'une des plus belles décorations de marqueterie au monde. La voiture 4095 abrite le restaurant oriental d'inspiration chinoise avec ses panneaux finement laqués. En queue de train, une salle à manger décorée en 1929 par René Lalique, célèbre pour ses panneaux de verre art déco. Au cours de ce voyage, près de 1000 repas vont être servis. Voici les filets de turbo. Voilà les homards pour le brunch. Welcome to you very shortly.
Welcome aboard, madame, monsieur. Traditionnellement, c'est la fanfare impériale qui accompagne les voyageurs vers leur wagon. Elle marque le départ du train. L'Orient Express quitte Istanbul pour un voyage de 6 jours et 5 nuits. Au programme Bucarest, Budapest, Vienne et enfin Paris. À quelle heure vous souhaitez déjeuner aujourd'hui? À midi ou à 14h? 14h, avec plaisir. À bord, le service n'a rien à envier à celui des grands hôtels traditionnels. Plus de 40 personnes y travaillent. Une dizaine de stewards sont aux petits soins pour les 180 passagers. Marc-André et Pascal sont des passionnés de ce palace roulant. Pour la deuxième fois, ils veulent profiter de l'ambiance particulière qui règne à bord. Je crois que ça reste assez unique en son genre, même dans les grands restaurants, dans les grands hôtels. Vous n'avez pas à la fois ce mystère, ce confinement, mais qui en fait ne se voit pas, et ce luxe qui est, à mon avis, très bien recréé, tel que devait l'être ce train au début du siècle dernier. C'est un voyage extraordinaire, un peu en dehors du temps. On a tellement l'habitude de voyager aujourd'hui très rapidement, même quand on se déplace pour ses congés. On prend l'avion, on ne prend pas le temps de voir les choses, on ne prend pas le temps de visiter. Que, voilà, prendre son temps est devenu un luxe, je crois. En 1883, c'est le banquier belge Nagel Makers qui crée l'Orient Express. Son inspiration lui vient d'un voyage aux États-Unis qu'il traverse dans les premières voitures de luxe inventées par l'industriel George Pullman. À son retour, il décide de reproduire ce modèle en Europe. Il fonde alors la Compagnie internationale des wagons-lits. Le succès est immédiat pour le train bleu et or. Et très vite, la légende du palace roulant est lancée. C'est après un voyage entre Londres et Istanbul que la romancière Agatha Christie installe son célèbre détective Hercule Poirot dans le train. Il résoudra l'énigme du crime de l'Orient Express. Aujourd'hui encore, cette table est l'une des plus réputées. Et tradition oblige, c'est un Français qui la dirige. Christian Bodiguel, 26 ans de maison, commande une brigade de 5 cuisiniers. Voilà, ça c'est les graines de sumac que j'ai achetées à Istanbul. J'essaie toujours d'apporter la touche du local. À chaque service, ils doivent préparer près de 200 repas. Bon. Dans les 2 fois 12 mètres carrés des cuisines, sans cesse en mouvement. Alors le chef a ses petits trucs. Alors là, on est en train de préparer de l'eau bouillante pour faire cuire les légumes pour le dîner de ce soir. On met un chinois à l'intérieur de la casserole, parce que quand ça bouge vraiment, si par exemple on se retrouve dans une courbe, l'eau elle commence à bouger à droite, à gauche, et là, ça évite que ça déborde, donc ça évite que ça nous brûle. Voilà. Vous voyez la barre de sécurité tout autour du fourneau, ça c'est important, parce que vous imaginez quelquefois on se retrouve avec la casserole, elle va se déplacer là, donc si on ne veut pas se la retrouver sur les genoux, ça c'est évident qu'on est obligé d'avoir des barres de sécurité. C'est un peu comme sur un bateau, hein. La même chose. Hein. Vous voyez ici l'étagère, là on a mis un rebord, la même chose. Là ça retient bien, ça ne tombera pas. Tout est calculé. Sur le passe, on met un torchon humide, l'assiette elle ne bougera pas. Si vous la mettez sur un plan en inox, un coup de frein, hop, elle part. Ça bouge. Moi, je suis arrivé ici en 1985, mais chaque voyage, c'est différent. Chaque voyage, on rencontre des gens différents. Et je pensais rester 2-3 ans pour avoir une expérience. Mais vous voyez, ça fait 26 ans que je suis là et puis je m'en lasse pas.
les 3 voitures restaurants du train, les tables sont dressées à la française. Les couverts, les assiettes, les verres ont été réalisés sur mesure. Ils ont été alourdis pour être plus stables et éviter la casse. Les verres ont été dessinés spécialement pour nous, de façon à ce que lorsqu'on verse l'eau ou le vin, ça ne déborde jamais. Vous voyez le retour qui est fait ici. Et le poids, bien sûr, qui a de l'importance pour la stabilité. Il est évident qu'il faut que le poids soit beaucoup plus important qu'un verre. On ne peut pas mettre des verres qui soient très très fins. Les verres se touchent ici, mais jamais en haut, afin qu'ils ne s'ébrèchent pas. C'est au millimètre, hein. Chaque objet porte le sigle du palace roulant. Alors parfois la tentation est grande d'emporter un souvenir. L'objet le plus dérobé est la salière de table. Ça fait partie des objets que les gens prennent parce que ça prend pas beaucoup de place. On la prend, on le met dans le creux de la main, et voilà. Ce voyage extraordinaire, la plupart des passagers ne le font qu'une fois dans leur vie. Alors pour les aider à immortaliser ce moment rare, il y a Massimo. Cet Italien règne sur cette boutique de 2 mètres carrés depuis 17 ans. Hi, madame. Vous voulez voir quelque chose? Oui, je voudrais des verres. Je vais prendre votre commande. Vous préférez qu'on vous les expédie? Non, je vais les emporter. Il me faudrait 6 verres à eau. Votre numéro de cabine? B5. D'accord, je vais passer vous voir. Thank you very much. On vend les verres, on vend les lampes, la petite salière, c'est quelque chose que tout le monde veut, le sifflet de chef de gare. Pour moi, c'est comme jouer dans un film, c'est pas un travail. Je me sens un acteur parce que il y a les gens, ils veulent l'ambiance, ils veulent quelque chose d'extraordinaire. Ils s'attendent quelque chose d'extraordinaire et nous, on cherche de faire notre mieux pour lui donner cette sensation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je répète vous informer que le premier service de dîner est maintenant celui de la voiture-restaurant. Merci et bon appétit. Une petite herbe là. Allô? À l'heure du service en cuisine, les 200 repas sont préparés dans le plus grand calme. Ok, encore 4. Carré d'agneau, c'est bon? Légumes au four? Oui. Merci. Ici, ce qu'il faut, c'est éviter de parler trop fort parce qu'il ne faut pas oublier, on n'est pas dans une cuisine normale, on est dans un train. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a des clients juste à côté. Donc on essaie toujours de travailler dans le calme. On peut y aller la suite? Pour combien de personnes? Les premiers, c'est à table de 1. Hey, did you enjoy your dinner? Fantastic. Giuseppe, le maître d'hôtel, règne sur les 3 restaurants. Pendant que les voyageurs sont à table, un steward, Michele, prépare leur cabine. Mais avant, il alimente en charbon cette antique chaudière qui assure à la voiture eau chaude et chauffage. Et voilà, c'est comme dans les années 1920 et ça n'a pas encore changé. En quelques minutes, Michele transforme ses cabines en chambres à coucher grand luxe. Qu'est-ce qui va changer par rapport à un hôtel à terre? Normalement, un hôtel à terre, la chambre est déjà faite. Ici, c'est fait à la minute. Fréquemment, chaque wagon est démonté pour être restauré. Ces cabines art déco sont livrées aux laqueurs, tapissiers, ébéniste. Celui-là, c'est notre lavabo. Les serviettes, les tapis, les brasses à dents, les savons. C'était la douche de l'époque.
Parce qu'il n'y a pas de douche ici. Il n'y a pas de douche. Non, le palace il est original de 1929. Et à l'époque-là, les années 20, ils avaient pris des wagons avec la douche. Je travaille pour un mythe. Et je crois que des mythes au monde, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, ça me donne l'honneur d'être sous un des plus ambitieux palaces du monde. Avant de quitter la chambre, une dernière marque d'attention. Une petite boîte de bonbons pour donner la bonne nuit à notre client. Après 130 ans d'existence, le plus beau des palaces roulants fait toujours rêver. Il a su rester digne de sa légende.